Il s'agit là des techniques relatives au transhumanisme appliquées aux soldats. Pour définir rapidement les termes, le transhumanisme contient le préfixe trans qui signifie au-delà, exprimant un changement, l'idée d'un dépassement de la nature humaine. S'agissant du soldat, il faut le distinguer du militaire. Un militaire est un membre d'une force armée d'un État, tandis qu'un soldat est un combattant appartenant à l'armée. Le soldat fascine, car il n'est pas un homme comme les autres. En premier lieu, nous parlons d'un professionnel, et en second lieu, nous parlons d'un professionnel qui a pour mission de maintenir la paix dans l'État et de le défendre contre les agressions extérieures. Il doit faire respecter l'ordre public et assurer la sécurité des personnes. Mais le soldat, bien que recruté pour ses capacités physiques souvent supérieures à la moyenne, n'en est pas moins une personne humaine vulnérable. Il n'est pas invincible. Le soldat risque sa vie chaque jour, chaque heure, chaque minute. Sur le front, on l'attaque, on lui tend des pièges, on veut l'éliminer. Alors le soldat doit se protéger pour mieux être bien sûr protégé, mais pour mener surtout à bien sa mission. Et il doit pouvoir assurer sa propre sécurité pour faire reculer l'ennemi. C'est pourquoi l'amélioration, voire l'augmentation des capacités du soldat est nécessairement recherchée et cela passe par le recours aux nouvelles technologies. Ainsi, selon les chercheurs du Centre de recherche des écoles de Saint-Cyr, le nouveau soldat peut se définir comme un soldat dont les capacités sont augmentées, stimulées et créées dans le but de renforcer son efficacité opérationnelle. Un comité d'éthique de la défense a été installé le 10 janvier 2020 par Florence Parly, ministre des Armées, et il se trouve que ce comité d'éthique de la défense a rendu son premier avis le 18 septembre 2020 et que cet avis porte sur le soldat augmenté. Donc cela témoigne bien de l'actualité, de l'importance, mais également de la singularité de ce sujet. Madame la ministre a donné son feu vert pour la recherche sur les nouvelles technologies impliquant le soldat. Je vous propose donc d'analyser ces pratiques et les risques qu'elles induisent dans une première partie, puis nous verrons que plusieurs obstacles se dressent au regard de l'encadrement de ces pratiques dans une seconde partie. La création d'un soldat augmenté est en effet une nécessité pour l'armée de demain, mais une menace pour l'humain. L'amélioration des capacités du soldat est en effet un objectif légitime pour assurer la réussite d'un combat. Il faut rechercher sans cesse toutes les solutions possibles pour être mieux préparé, mieux protégé et supérieur face à l'adversaire, au moyen par exemple de jumelles de vision nocturne ou d'un exosquelette par exemple. Mais aujourd'hui, ces améliorations deviennent de plus en plus sophistiquées et ne se limitent plus à l'équipement. C'est en effet la barrière corporelle de l'homme qui pourrait être franchie pour accroître ses capacités physiques, cognitives et intellectuelles. Et c'est à ces augmentations invasives que le comité d'éthique de la défense s'est précisément intéressé. Plusieurs startups à travers le monde travaillent notamment sur des micro-électrodes implantées dans le cerveau pour piloter des objets connectés tels que des drones, par exemple. Mais d'autres augmentations invasives pourraient voir le jour, telles qu'un bras armé. En effet, on peut tout à fait imaginer qu'un soldat dont le bras a été amputé pourrait être remplacé par une prothèse inamovible qui serait une arme. Sur ces différentes augmentations, Florence Parly prend position en expliquant que des solutions alternatives seront toujours recherchées car, je cite, « Nous disons oui à l'armure d'Iron Man et non à l'augmentation et à la mutation génétique de Spider-Man ». Il est vrai que l'augmentation des capacités du soldat est un phénomène réificatoire redouté.
Le combattant doit relever le double défi de survivre, comme tout homme menacé par une mort imminente, mais aussi de gagner, comme tout sportif. Ainsi, il est intéressant de réaliser un parallèle entre le sportif et le soldat. La recherche de la performance est omniprésente dans le monde sportif pour repousser les limites du corps humain. Et il n'est pas rare de découvrir que des sportifs ont recours à des substances illicites qui accélèrent les métabolismes de l'organisme dans l'objectif d'accroître leur performance. C'est ce que l'on appelle le dopage. Parmi les techniques émergentes, on peut citer ce qu'on appelle le dopage génétique, dont les prémices représentent une réelle menace pour la santé du sportif. Concrètement, il s'agit d'une technique qui consiste à améliorer les capacités du corps humain en remplaçant un gène défaillant ou en modifiant l'expression d'un gène. Par exemple, au lieu de s'injecter des hormones, le sportif pourrait modifier son génome en ajoutant un gène codant cette hormone afin de produire plus de protéines. L'Agence mondiale antidopage a inscrit le dopage génétique sur la liste des substances et procédés interdits en 2003. Mais cette technique pourrait tout à fait trouver écho dans le monde militaire. Néanmoins, elle s'avère dangereuse, voire mortelle, que ce soit pendant l'insertion du gène ou lors de l'expression du gène. De surcroît, on peut également douter de l'acceptabilité de ces techniques. À titre d'illustration, on peut citer la vive opposition de la communauté internationale lorsqu'un professeur chinois a annoncé fin 2018 la naissance de 2 bébés dont il avait modifié le génome pour les prémunir du virus du sida. Qu'il s'agisse d'augmentation corporelle ou génétique, par ces augmentations multiples, le soldat ne serait alors plus une fin en soi, mais un moyen, un instrument pour tendre vers un infini de puissance. Il existe donc un risque de déshumanisation du soldat en le transformant en un robot de combat, notamment par une hybridation exacerbée de l'homme et de la machine. Le statut du soldat nécessitant un esprit de sacrifice fait également que l'on peut craindre qu'il soit utilisé comme un cobaye humain pour servir les forces armées. Par conséquent, ces pratiques d'augmentation du soldat représentent un risque d'atteinte à la dignité de la personne humaine, car elles font peser un risque d'atteinte au respect du corps humain et une dénaturation de la personne. La création d'un soldat augmenté nécessite donc un encadrement éthique et juridique de ces atteintes à l'intégrité du corps humain. En ce qui concerne la norme éthique, eh bien, la norme éthique consiste à subordonner toute augmentation à une amélioration, pour qu'elle soit finalement en cohérence avec l'amélioration du soldat en tant que personne évoluant au sein de la société et non comme un outil au service de l'armée. En fait, l'humain ne doit pas se dissoudre dans l'augmentation. Il y a en effet une différence entre l'amélioration qui est qualitative, qui vise le meilleur, le bien, et l'augmentation qui vise la maximisation, tendant à transformer le soldat en objet pur pour en faire un super soldat. La notion d'amélioration ne doit donc pas être découplée de la notion d'augmentation. Par conséquent, il faudrait envisager uniquement des augmentations réversibles afin que cela n'affecte pas le retour à la vie civile du soldat. La norme juridique, dans le prolongement de l'éthique, commanderait que le soldat soit bénéficiaire d'une information renforcée en ce qui concerne les nombreux risques potentiels sur sa santé à court, moyen et long terme, que ce soit des cancers, l'apparition d'une dépression,
la création d'une dépendance, d'une addiction, etc. Par ailleurs, préalablement à toute intervention médicale, le consentement libre et éclairé de la personne doit être recueilli suivant l'article 16-3 du Code civil, principe du consentement qui est d'ailleurs réaffirmé au sein des règles déontologiques des praticiens des armées. Le Code de la santé publique prévoit également, à l'article L 1111-4 alinéa 4, qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Néanmoins, l'exigence d'un consentement libre se heurte de plein fouet au statut du soldat. En effet, l'article L 4122-1 du Code de la défense prévoit que les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. De surcroît, l'article L 4121-1 du même Code dispose que les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint. Par conséquent, la liberté du consentement du soldat ne pourrait-elle pas être mise à mal si le soldat recevait l'ordre de subir une intervention médicale destinée à l'augmenter? La réponse est assurément positive. En effet, l'avis du comité d'éthique de la défense expose, je cite, que dans certaines situations opérationnelles, le chef militaire ne peut se permettre l'hétérogénéité d'un groupe de combat au sein duquel certains militaires seraient augmentés et d'autres ne le seraient pas. L'information préalable du soldat est donc indispensable, même lorsque le commandement fait le choix d'ordonner l'augmentation sans consentement préalable. Le consentement est donc le principe et l'ordre demeure l'exception. Actuellement, seule la vaccination et le suivi d'un traitement relatif au paludisme ne nécessitent pas de consentement de la part du soldat. Mais qu'en sera-t-il demain si les forces armées adverses sont composées de soldats augmentés et que nos armées n'ont pas les moyens nécessaires pour y faire face? Nos soldats ne seront-ils pas contraints de subir des augmentations invasives et lourdes? Où mettre le curseur entre l'ordre et le consentement si l'augmentation devient courante dans le camp adverse? Ce qui est intéressant, et j'en terminerai par là, c'est que ces augmentations conduisent également à analyser le renouvellement de la fonction du médecin militaire. Jusqu'à présent, les fonctions du médecin militaire consistent essentiellement à soigner les soldats blessés. En dehors du soin, il est notamment autorisé à prescrire de la caféine à libération prolongée. Ce médicament permet aux soldats de rester éveillés 8 à 10 heures supplémentaires et la caféine à libération prolongée a été utilisée pour la première fois en 2011 lors de l'opération Harmattan. Elle a donc permis aux pilotes de Rafale de réaliser des vols de nuit de 8 heures en moyenne, 7 jours sur 7, pour bombarder les bases libyennes. L'utilisation militaire de substances modifiant la vigilance est encadrée par une instruction du 4 mai 2015. La caféine à libération prolongée est proposée aux militaires uniquement sur décision du commandement dans le cadre d'une procédure incluant une information, le recueil du consentement, un essai préalable et une traçabilité. Donc, tout militaire reste libre de refuser sa consommation. Néanmoins, les développements précédents ont démontré que la création d'un soldat augmenté a pour effet d'offrir un nouveau rôle aux médecins militaires. Dans un futur plus ou moins proche, le général pourra influencer le fonctionnement du corps et de l'esprit du soldat. Et certaines situations dramatiques l'obligeront peut-être à demander à ces soldats de se sacrifier
en acceptant certaines augmentations pouvant laisser des séquelles irréversibles, mais indispensables pour rétablir la situation compromise. Dans cette hypothèse, le médecin pourrait alors s'écarter de ses fonctions habituelles, car en qualité de conseiller du commandement et en tant que professionnel de santé, il pourra et devra être en mesure de présenter aux autorités militaires les ressources d'augmentation potentielles ou à disposition pour atteindre le niveau de performance souhaité. Ainsi, le rôle du médecin pourrait se renouveler de manière différente selon qu'il évolue dans la société civile ou dans le monde de l'armée. En effet, nous ne sommes pas ici dans le cadre d'une demande individuelle émanant d'un patient, mais dans un contexte professionnel spécifique au sein duquel l'augmentation du soldat pourra répondre à des exigences d'intérêt général. Je vous remercie de votre attention. Sie es hier